Science-fiction et shoujo manga. Voilà un assemblage qu'on a peu eu l'occasion de découvrir en France, mais qui s'avère un véritable duo gagnant dans le cas du manga Nos temps contraires, Je ne te laisserai pas mourir, dont la parution vient de démarrer en France aux éditions Akata en cet automne 2020, un titre qui comptera 8 tomes et pour lequel j'ai eu un coup de cœur lorsque je l'ai lu. On va découvrir ça plus en détail dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle chronique manga. Je vous rappelle par ailleurs la présence d'une playlist dédiée à toutes mes chroniques manga. Playlist que vous pourrez retrouver grâce à Rosalis qui aura inclus dans une fiche dans le petit i ainsi que dans la barre de description le lien qui vous permettra de retrouver l'ensemble de ces vidéos. Et maintenant, on va se focaliser sur ce manga qui comptera donc, comme je le disais en introduction, 8 volumes. Le 8e tankobon est attendu au Japon au mois de décembre 2020 pour une œuvre dont la parution avait démarré en 2017. Une œuvre très bien reçue, prépubliée dans un magazine mensuel de shoujo manga, Mystery Bonita, et qui se distingue par justement sa thématique, une thématique vraiment science-fiction. On se retrouve projeté dans un univers dans lequel les terriens habitent pour partie dans des différentes colonies spatiales qui gravitent autour de la Terre, et du coup, c'est donc une population terrienne qui a dû s'exiler dans des colonies autour de la planète pour continuer à survivre, que se tient l'intrigue, et plus particulièrement on va suivre le destin de 4 personnages, 4 personnes d'apparence enfantine, des néothènes. La néothénie, c'est un concept scientifique qui a été théorisé et qu'on retrouve par exemple chez les amphibiens il y a déjà plus d'un siècle. Les néothènes, ce sont donc des personnes qui ont une apparence totalement juvénile alors qu'ils ont des dizaines d'années. Là, en l'occurrence, les protagonistes de cette histoire, ils ont une vingtaine d'années, ils ont encore l'apparence d'enfants. Et les néothènes sont vus un petit peu comme des êtres spéciaux qui seraient une évolution sans doute de l'humanité. Ce sont des stars, quand ils se promènent dans la colonie, ils sont reconnus. Et très vite, en fait, on voit que la mangaka Gin Toriko s'intéresse et explique des concepts scientifiques. Par exemple, on a les principes, les lois de la génétique de Mendel qui sont évoqués dès les 10 premières pages, avec un portrait même de Mendel qui apparaît. C'est quand même peu commun dans un manga. Et j'ai déjà trouvé ça assez original. C'est pas le seul scientifique qui est évoqué. Il y a un grand soin apporté justement à la cohérence scientifique de l'œuvre, ce qui la place clairement dans l'affiliation de ce qui est la science-fiction. La science-fiction s'appuie sur une projection de la manière dont des concepts scientifiques qui ont déjà été explorés pourraient évoluer. Et là, du coup, on tire un fil, on tire la pelote de laine en quelque sorte avec cette vision où eh bien, on a des êtres humains du coup un peu plus évolués, en tout cas qui sont vus comme tels et qui du coup interagissent, vont grandir ensemble. Et on est dans une société donc dont le portrait, le cadre est expliqué assez vite. Il y a 2 planches qui situent un peu l'univers. Ces stations cocoon qui abritent une large population ont l'inconvénient de ne pas être très grande, et du coup des règles ont été établies, et parmi ces règles, il est dit que toutes les interactions sociales doivent être régulées par des contrats. Vous n'avez pas la possibilité d'interagir avec une personne sans avoir précédemment établi un contrat avec elle. Et il y a différents niveaux de contrats qu'on découvre au fur et à mesure de sa lecture. Donc ça fait aussi partie de la découverte de l'univers, puisque cet élément-là est introduit un peu plus, de manière un peu plus avancée dans le tome. On apprend donc du coup qu'il y a des contrats, des partenaires initiaux, puis ensuite des partenaires secondaires qui sont appelés kissing partners. Donc on comprend bien que tout est régi par des règles
qui sont là pour expliquer et faire en sorte de garantir que cette population puisse évoluer, continuer d'évoluer de manière la plus convenable possible. Cela dit, le narrateur qui apparaît dans le manga semble assez rapidement critique par rapport à ça. On découvrira peut-être un peu plus dans les prochains tomes comment et pourquoi, et c'est justement intéressant d'avoir ce regard et ce recul par rapport à cet univers-là. Et on a aussi d'autres endroits où ce ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent, et très vite en fait on va voir les protagonistes, les 4 protagonistes donc qui sont en fait les 4 néothènes principaux représentant, l'un est japonais, un autre est américain, indien, et il y a un français dans le lot, tous avec des personnalités peut-être un petit peu rattachés à leur culture. Ça se voit dans, on va dire, l'enthousiasme et l'exubérance du néothène américain, là où la néothène indienne est un peu plus renfermée, mais en fait avec un très fort caractère. Bref, c'est des choses qu'on apprend à découvrir vis-à-vis des personnages, et finalement cette imbrication entre les cultures, elle est intéressante. Elle montre aussi que dans cet univers-là, voilà, maintenant il y a des populations qui gravitent indépendamment de la notion de pays à proprement parler, et il y a beaucoup de choses qui sont du coup présentées. Par exemple, il y a très vite, les personnages se rendent, par exemple, dans un cinéma, mais c'est pas du tout le cinéma tel qu'on le connaît. Et puis, ce qui va carrément modifier leur vie, c'est d'aller à Kyoto Kokun, donc dans une station dans laquelle il n'y a pas de caméra, donc où il peut se passer des choses qui ne seront pas soumises aux contrats et aux règles très strictes qui régissaient les cocons desquels sont issus les protagonistes. Donc à partir de là, ils vont faire la rencontre d'une mystérieuse jeune femme qui fait la couverture de ce tome 1, et cette rencontre va bouleverser leur vie. Sans rentrer trop dans le détail, en fait, ce premier tome est en quelque sorte un prologue de l'histoire qui va se dérouler par la suite, et c'est du coup une véritable entrée dans cet univers-là. Moi qui aime bien les œuvres de science-fiction, c'était vraiment intéressant de découvrir finalement, page après page, l'univers, la manière aussi dont la mangaka a choisi de dresser son histoire, son scénario, avec beaucoup de détails et beaucoup de soins apportés aux représentations technologiques, et on sent qu'il y a une vraie passion derrière ça, parce que par exemple en fin de volume elle représente le cocon de Tokyo en large détail, et ce sont des éléments dont elle n'a pas forcément nécessité d'avoir cartographié aussi précisément pour l'intrigue, mais en fait si, elle a vraiment tout identifié et tout représenté. C'est vraiment intéressant de se plonger dans de tels détails. Donc ce qui m'a plu dans cette histoire, dont on n'est qu'aux prémices, c'est véritablement la manière dont cet univers science-fiction est construit. Finalement, c'est une possibilité de la manière dont on peut voir la projection de l'humanité dans quelques années, dans quelques dizaines, centaines d'années, et ceci aussi en fort lien avec des expériences qu'on peut vivre maintenant, avec évidemment le poids des règles sociales et le niveau de contractualisation qui est nécessaire et utile pour garantir le bon fonctionnement de la société. Oui, mais ceci, c'est aussi intéressant de le replacer en gardant en tête que c'est une œuvre faite d'abord pour un public japonais, donc ça interpelle aussi la société japonaise dans sa construction, et pas seulement. Il y a beaucoup de thèmes, donc il y a la génétique, il y a la construction sociale, il y a aussi le rapport à la nature et le rapport à finalement à l'environnement au sens large, où l'être humain n'est pas au centre avec l'environnement autour, mais on sent vraiment une sorte de synergie qui est dépeinte avec cette planche incroyable, cette vision
que Alata, le héros A, alors qu'il rencontre pour la première fois la mystérieuse héroïne aux cheveux verts, avec cette double planche qui parle d'elle-même. Voilà, donc il y a beaucoup de mystères dans ce premier tome qui pose des bases très solides et très intéressantes pour la suite. On sait déjà que c'est une œuvre en 8 tomes, donc on sait vers quoi on va en termes d'investissement de volume. Et je suis vraiment très curieux de voir ce vers quoi cette histoire va aller. Cette alliance entre science-fiction et shoujo manga, c'est quelque chose qu'on a eu peu l'occasion d'avoir proposé en France dans le marché éditorial, mais qui est présent à travers même l'existence de magazines autour de ces thématiques-là au Japon. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller explorer ce pan du spectre éditorial japonais et de nous le faire découvrir en tant que lecteur français. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, je suis curieux de découvrir la suite. Donc une histoire en 8 tomes que je vous invite chaudement à découvrir dans les prochaines semaines. Voilà, j'espère que cette chronique manga vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!